Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois Conor Ryan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'Ecosem, groupe irlandais spécialisé dans la fabrication de ciment et de liant bas carbone. Vous êtes quand même bien implanté en France, notamment à Dunkerque et à Fos-sur-Mer. On va évidemment parler du secteur, des enjeux de décarbonation, de ce que représente le ciment et le bâtiment dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Mais j'ai une petite question de curieux. Il vient d'où le tropisme français ou l'amour de la France? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là d'Ecosem. Non, vous pouvez aller jusqu'à là, l'amour de la France. Donc Ecosem est une entreprise familiale et ma famille a déménagé en France depuis l'Irlande quand j'avais 8 ans. Ok. Je suis parti travailler dans d'autres pays, mais je suis toujours revenu en France. Là, j'habite là depuis 2019. Et toute ma famille directe, mes frères, mes parents, ils habitent toujours en France. Et nos enfants, etc., habitent tous ici. Donc, c'est vraiment une histoire d'amour avec... Il y a énormément de respect entre les deux cultures françaises et irlandaises. C'est vrai. Je suis aussi directeur de la Chambre de commerce Irlande-France. Et il y a énormément d'entreprises françaises installées en Irlande et irlandaises installées en France. D'ailleurs, je crois que la France est le premier pays en Europe pour le financement international des entreprises qui s'installent en France. Donc, ça devient un pays qui est très, très attractif pour l'industrie, et on en profite beaucoup. Ouais. Alors, ce secteur-là, dont vous êtes un acteur important de la production de ciment, et donc par capillarité du bâtiment, ça représente quoi aujourd'hui? C'est quoi l'enjeu environnemental du secteur aujourd'hui? Pour mettre ça en contexte, le béton, après l'eau, est le matériau le plus consommé sur Terre. C'est le matériau de construction le populaire globalement. Et pour de très bonnes raisons. C'est très résistant et c'est très durable. D'ailleurs, il y a un exemple aujourd'hui, la plus grande utilisation de béton non renforcé au monde entier est à Rome, dans le Panthéon, et toujours présent plus de 2000 ans après sa construction. Malheureusement, le béton a un secret, c'est le ciment. Et le ciment, c'est ce qui fait que tous les éléments du béton sont recollés ensemble. Oui. Le ciment, c'est la colle qui rassemble le béton. Et le ciment est responsable pour presque 8% des émissions globales de CO2. Donc c'est plus que tous les avions, tous les camions et tous les bateaux réunis. Donc c'est un problème très sérieux qu'il faut adresser. Donc c'est un levier de transformation qui est lui aussi très important, c'est ça qui est intéressant. Exactement, et vous avez des pays en voie de développement qui ont besoin de béton. Nos sociétés reposent sur le béton. Je suis venu aujourd'hui en métro construit en béton, on est dans un bâtiment construit en béton, il y a des tunnels en béton, les ports sont en béton, etc. etc. Oui. Et on ne va pas supprimer le béton de nos villes et de nos usages. Donc il faut faire un ciment moins énergivore. C'est là-dessus que vous travaillez depuis des années, c'est ça? Exactement, vous avez entièrement raison. Et la raison, donc, les économistes pensent qu'il va y avoir l'équivalent d'une ville de New York en béton construit tous les mois jusqu'à 2050. Donc il faut absolument décarboner ce matériau pour pouvoir réduire nos émissions de CO2, et il faut le faire à l'échelle globale. On est présent sur le marché européen, mais ce n'est pas suffisant. Notre technologie, on était juste un producteur de matériaux bas carbone. Maintenant, on a créé une technologie bas carbone qui peut être appliquée à toutes les cimenteries à l'échelle globale et qui peut donc décarboner de 70% des émissions globales de CO2. Et c'est une technologie qu'on a créée en France, en partenariat avec des universités françaises, l'ENS Paris-Saclay et l'INSA de Toulouse par exemple, et on vient de finir l'investissement. Depuis juillet, on est installé dans notre nouveau labo de recherche et innovation, aussi installé en France, notamment grâce au crédit impôt recherche qui existe en France, qui nous a fait choisir la France plutôt que tous les autres pays où on est présent. Et là, on vient de finir l'investissement de 11 millions. Je dis toujours que si James Bond créait un laboratoire pour le béton, il ressemblerait à celui qu'on vient de construire. Ok. Cette technologie, elle s'appelle ACT, c'est ça? ACT, oui, ACT. ACT. Oui. ACT. Advancement Technology. Agissons, effectivement. Je vais donner quelques chiffres concernant Ecosem, créé en 2000, 4 usines, 2 terminaux en Europe de l'Ouest, dont Fos-sur-Mer et Dunkerque, dont j'ai parlé tout à l'heure. Chiffre d'affaires 2024, 232 millions d'euros et une production de 2,4 millions de tonnes de ciment et d'addiction minérale par an. Vous dites aussi avoir économisé 18 millions de tonnes de béton en Europe grâce à cette technologie, notamment?
Oui, donc en fait, chaque fois que nous produisons une tonne de ciment bas carbone, Ouais. ça remplace la production d'une tonne de ciment traditionnelle Ouais. qui produit 800 kilos, presque une tonne de CO2. Ça dépend des pays. La France est d'ailleurs assez efficace. Les cimentiers français ont bien travaillé dans le passé. Mais maintenant, il faut découpler cette réduction. Et c'est ce qu'on arrive à faire. On a déjà des ciments qui sont entièrement décarbonés. Par exemple, on a fourni le village des athlètes avec quasiment zéro pour les ciment Jeux traditionnel pour les Jeux Olympiques. Ouais. On est présent sur toutes les lignes du Grand Paris. Toutes les constructions permanentes des Jeux Olympiques, on les a fournis aussi. Autour de Marseille, on ne chôme pas non plus à Fos-sur-Mer, Aix-en-Provence, tout ça. On fournit jusqu'à Lyon, jusqu'à Toulouse, jusqu'à Bordeaux. Mais on a oublié de le dire. Qu'est-ce qui définit un ciment bas carbone? Je comprends bien le concept, mais qu'est-ce qui permet de dire ce ciment-là, voilà, il est bas carbone et c'est l'avenir? En fait, il n'y a pas de définition officielle pour un ciment bas carbone. Donc pour nous, c'est au moins une réduction de 70%. Et alors, comment vous le faites? On a énormément notre technologie antérieure, jusqu'à il y a quelques années, c'était on utilisait un coproduit de la production de l'acier et on transformait en ciment décarboné et on le vendait aux bétonniers qui remplaçaient ça remplaçaient le ciment traditionnel avec ça. Ça s'appelle du laitier moulu du haut fourneau. On appelle ça de l'écosème, c'est plus simple. Et donc, les bétonniers utilisaient ça pour remplacer le ciment carboné et donc décarboner le béton. Mais le problème avec ce matériau qui est extrêmement performant au niveau technique, très durable, très résistant, il est aussi décarboné et en plus il a des avantages architectoniques, c'est-à-dire qu'il a une couleur beaucoup plus claire et beaucoup plus lisse qu'un ciment traditionnel. Maintenant, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on sait que le GIEC nous dit qu'il faut réduire nos émissions de CO2 de 50% d'ici la fin de cette décennie. Et il n'y a assez de ce produit au monde que de remplacer 10% de la production du ciment. Donc, il y a 8 ans, je crois, on a installé notre équipe R&D, donc 100% autofinancé avec les profits créés grâce à notre activité économique sur les différents marchés européens, qu'on a réinvesti dans la recherche et le développement. Pour trouver une autre solution. Oui, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé, quand je dis on, c'est surtout l'équipe innovation, j'ai très peu participé au développement technique de ces produits, mais ils sont arrivés à augmenter l'efficacité des produits traditionnels qui existent dans la norme béton et ciment aujourd'hui et qui fait qu'on peut utiliser beaucoup moins de ces matériaux et que donc on peut utiliser ça sur beaucoup plus de mètres cubes de béton. Mais aussi on a un partenariat avec Titan en Grèce et là il y a de la roche volcanique et le Panthéon dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça c'était construit par les Romains il y a 2000 ans avec de la roche pozzolanique. Donc c'est une technologie qui existait et qui maintenant revient en avant grâce à ces atouts de décarbonation et le potentiel de décarbonation que ça donne à l'industrie cimentière. La ligne ACT, c'est ça, de Dunkerque, elle a ouvert il y a combien de temps? Combien de tonnes de ciment elle peut produire par an et à quel point ça peut changer la donne par rapport aux défis que vous décriviez à l'instant? Oui, donc on a 2 usines en France, une à Fos-sur-Mer, une à Dunkerque, et ils produisent notre technologie antérieure et continuent à le produire aujourd'hui. D'ailleurs, on est un des seuls cimentiers français, on est le seul cimentier français à faire de l'export. La moitié de la production de Dunkerque va en Angleterre, par exemple. On est en train d'investir 50 millions avec l'aide de France 2030 et de la ville de Dunkerque et de la région du nord de la France qui ont contribué à cet investissement. On est très reconnaissant au gouvernement français et les gouvernements locaux pour cette aide. Et ça va nous permettre d'augmenter notre capacité et de produire des tonnes de technologie ACT pour pouvoir le prouver à l'échelle industrielle. On l'a déjà prouvé à l'échelle locale. On a fourni je ne sais plus combien de projets en Angleterre, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, etc. Donc on a extrêmement d'expérience. La chose, c'est qu'on est une société privée.
en survie grâce à notre performance économique. Et pour réinvestir cet argent, il a fallu qu'on crée d'abord. Oui. Et je dis toujours qu'on a un excellent accompagnement de nos banques françaises, mais je dis toujours, pour emprunter de l'argent, il faut d'abord prouver qu'on n'en a pas besoin. Effectivement. Et donc là, j'essaye de bien comprendre, mais pour aller plus loin, toujours par rapport à l'objectif que vous disiez, c'est-à-dire là, il y a quand même besoin d'un soutien d'argent public pour essayer d'aller encore plus loin, de passer encore plus à l'échelle, c'est ça ? Oui, on a récemment été invité à Choose France, qui est qui donne une vitrine pour la France pour l'investissement étranger. Oui. Et donc, c'est l'investissement qu'on va faire en France est de 170 millions. Oui. Maintenant, on peut le faire tout seul et aller très très doucement, ou on peut le faire avec de l'aide économique de la France et de l'Europe. C'est un accélérateur. C'est un accélérateur. Oui. Et on n'a pas le temps de se reposer quand on fait face au changement climatique. On voit dans les médias, très récemment, ce qui s'est passé en Jamaïque, l'augmentation de la destruction que fait le changement climatique. Il faut accélérer de manière la plus rapide possible. Et cette technologie, on ne va pas la garder pour nous. L'intérêt de cette technologie et l'avantage principal de cette technologie, c'est qu'elle peut être appliquée à n'importe quelle cimenterie du monde, très très rapidement, et sans coût supplémentaire par rapport à la production. Donc ça veut dire qu'elle sera en open source, cette technologie? Elle ne sera pas en open source il y aura quand même un... Bien il sûr. va falloir l'acheter quand même. On est une société privée, mais ce n'est pas seulement la seule raison. L'autre chose, c'est qu'on est à 70% de réduction grâce à cette technologie. Oui. C'est pas suffisant. C'est suffisant pour atteindre les cibles de l'an 2030 et 2050, mais c'est pas suffisant pour zéro émission. Donc, notre laboratoire qu'on vient de finir de 11 millions et nos partenariats avec les unités françaises, européennes, on a aussi des partenariats avec 11 universités à travers le monde, mais il faut qu'on crée acte 2. Acte 3, acte 4, pour arriver à zéro CO2. Et dans notre laboratoire de recherche et innovation, ils ne travaillent plus sur Acte. Acte, c'est bon. Ça marche. Là, ils travaillent sur Acte 2, sur encore réduire la production de CO2 par tonne de ciment. Et on est sur maintenant des voies d'investigation, je ne sais pas comment dire en français, mais de recherche qui pourraient faire des bétons qui absorbent le CO2. Donc, qui seraient des bétons avec un chiffre de CO2 négatif. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le donner en open source, puisqu'on a on a dépensé presque 100 millions sur la recherche et le développement à ce jour. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, on a besoin d'être économiquement viable pour pouvoir réinvestir nos profits. Ça rejoint une question qui est de celui qui était à votre place la semaine dernière, Yann Géano, qui est le président de Laforêt France, qui voulait justement vous questionner autour de l'innovation et la compétitivité. On l'écoute. Bonjour Connor, j'ai une question pour vous. Comment fait-on pour innover tout en maintenant sa compétitivité ? C'est vaste. Innover tout en maintenant sa compétitivité. Vous avez commencé à y répondre, mais il y a un moment où vous, forcément, les choix que vous faites d'investissement, vous dites quoi? Si on ne les fait pas, on perdra des marchés à terme? Ou alors, il y a l'engagement environnemental, je ne le mets pas en doute, mais vous voyez ce que je veux dire? Comment vous liez l'innovation, ce que ça vous coûte d'essayer d'inventer les bétons du futur, et puis la compétitivité aujourd'hui? Donc, c'est une excellente question. Et ça vient vraiment à l'ADN d'Ecosem. On a toujours été innovant et toujours été compétitif. Et donc, l'innovation est une nécessité. Maintenant, comment on fait pour garder notre profitabilité tout en innovant, en créant de nouvelles solutions et en réinvestissant dans la recherche et le développement? Un des grands freins en France et en Europe, c'est le système normatif. Et il faut que ce système change de manière beaucoup plus rapide pour pouvoir permettre aux innovateurs... Un exemple de frein. En quoi les règlements français ou européens
freinent finalement votre innovation et ou mettent en péril votre compétitivité si vous voulez continuer à investir? Je vais vous dire, donc Act, on aurait pu construire cette usine il y a 5 ans si on avait des normes qui nous permettraient de l'utiliser. Mais on a mis plus de 5 ans à aller sur des commissions de normes, commissions de ci, commissions de ça. On a on a une équipe entière chez Ecosem qui ne font que ça. Qui ne font que de parler au gouvernement français, au gouvernement européen, aux commissions techniques, etc. Pour s'assurer qu'on est dans les clous et qu'on respecte les normes. Oui, pour qu'on puisse changer les normes de manière beaucoup plus rapide. Ouais. Dans un environnement... et l'Europe, la France, l'avantage de ces technologies par rapport à la France, c'est que la France va économiser des millions de tonnes de CO2. Et ça va être économiquement très important. Donc la France a intérêt à implémenter ces technologies, l'Europe aussi. Et donc, faire être attractif pour les innovateurs nécessite dans toutes les industries, dans tous les trucs de pouvoir accélérer ce système. Sinon, on va les perdre aux États-Unis. Par exemple, la norme de ACT, on n'a même pas de système de production aux États-Unis, on a déjà une norme aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup plus rapide à transformer les normes. Et il faut transférer un peu de cette façon de travailler en Europe. Mais est-ce que vous gagnez des marchés grâce à cette offre de ciment bas carbone? Non. Pour être très honnête, il faut d'abord être économique, performant, et une fois qu'on a couvert ces deux bases-là, on peut être bas carbone. Mais le bas carbone tout seul, nos plans de retour sur investissement, on n'inclut aucun green premium ou un premium écologique. Il faut faire face à la réalité, et à la réalité aujourd'hui, c'est que les marchés, quels qu'ils soient, ne sont pas prêts à payer pour des produits bas carbone s'ils sont plus chers ou moins performants. Et donc, on travaille dans cette réalité, et heureusement, on a réussi à faire des produits qui correspondent à tous ces critères. Vous dites à propos de cette technologie ACT, il ne s'agit pas seulement d'une solution, mais de regarder plus loin que ça. Seule une approche globale peut faire diminuer les émissions dans un des secteurs les plus polluants. L'approche globale, ça veut dire quoi? Ça veut dire les ressources naturelles, la consommation, votre propre consommation d'énergie, je ne sais pas, la consommation d'eau, par exemple. Qu'est-ce que vous entendez par approche globale? Toutes les choses que vous avez dit. mais l'approche globale, il y a l'approche globale, donc la réduction de consommation de produits polluants. Mais l'approche globale, c'est-à-dire que si on fait 0 CO2 sur chaque tonne en France, ça ne change rien au changement climatique. Il faut que cette technologie soit applicable partout dans le monde, et il faut qu'elle soit partagée partout dans le monde de manière la plus rapide possible. Maintenant, on a un avantage, c'est que cette technologie est aussi économique par rapport à la production d'un ciment traditionnel. Donc même si le CO2 n'était pas... Parce qu'on est plus efficace. On augmente l'efficacité des matériaux. Et donc même si le CO2 n'existait pas, on a quand même inventé la meilleure façon économique de fabriquer du ciment. Donc quand je dis on, c'est encore une fois notre équipe recherche et innovation qui a fait ça. D'ailleurs, ce labo-là, vous avez dit James Bond s'y reconnaîtrait. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est dans l'Essonne, ce laboratoire. Oui, il est incroyable. Il est 5 fois plus grand que notre laboratoire traditionnel. On a tous les équipements qui nous permettent de créer les nouvelles performances et surtout de les tester et de les tester en grandeur nature. C'est-à-dire, il faut pas, quand ça marche dans un labo, c'est 10% du travail. Il faut le faire marcher dans le vrai monde, dans les vraies conditions climatiques, hiver, été, mouillé, sec, etc., etc. On a aussi un broyeur expérimental qui nous permet d'utiliser des produits qui ne sont pas encore reconnus dans la norme ciment, qui ne sont pas encore acceptés par les cimentiers. Par exemple, il y a quand les sidérurgistes vont basculer vers des fourneaux à arc plutôt que des fourneaux, des blast furnaces, des hauts fourneaux, on va pouvoir utiliser ce coproduit. On sait déjà le faire. Mais pour augmenter notre vitesse à laquelle on peut implémenter ces solutions techniques dans le vrai monde, il faut qu'on ait la liberté de broyer ces produits. Et c'est ce qu'on a avec notre nouveau labo à Chili. C'est-à-dire que vous anticipez. Pour l'instant, c'est pas légal. Ou en tout cas, ça n'a pas été normé
normé, réglementé, mais vous vous dites ça viendra forcément, c'est ça? Oui, on a une blague chez Ecosem, c'est qu'on a toujours 20 ans d'avance sur le marché. Et c'est presque négatif des fois, parce qu'en 2007-2009, c'était un désavantage de s'appeler Ecosem, parce que personne voulait de l'environnemental. Il voulait du prix et avec de la performance. Donc, c'est d'ailleurs mon père qui a créé la société, qui a eu cette vision quand il a vu le traité de Kyoto. Et on est en avance, il faut qu'on soit en avance, parce que le temps de créer cette solution et de la faire passer par le système normatif, il faut au moins 5 ans. Donc il faut qu'on commence déjà hier à travailler sur les projets de demain. Oui. Mais alors je reviens au secteur du bâtiment, vous disiez c'est quand même d'abord le prix. On est quand même dans un secteur, on avait la question d'un des professionnels de l'immobilier avec le patron de la Forêt France tout à l'heure, Yann Géano, mais c'est un secteur en difficulté, le secteur du bâtiment, en France notamment. Donc, en France, en ce moment, oui. Donc, est-ce que ils vous regardent de temps en temps, en disant, vous êtes bien gentil avec vos solutions bas carbone, mais c'est pas notre priorité. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai bien compris votre argument, qui consiste à dire, on est d'abord au prix du marché, on est efficace, on a un produit qui marche, etc., etc. Mais est-ce qu'ils vous prennent pas un peu pour un extraterrestre de temps en temps? Pas du tout. On a énormément de support de l'industrie française et des constructeurs, parce qu'ils savent que il n'y a peut-être pas de réglementation aujourd'hui, mais elle va venir demain. Et eux, ils veulent être prêts aussi. Et eux aussi, ils ont des énormes targets, ça se dit en français. Des objectifs. Des objectifs, merci. Des objectifs de décarbonation. Et ils sont très sérieux à ce sujet. Un de nos actionnaires, Saint-Gobain, par exemple, a d'énormes projets de décarbonation grâce, entre autres, à nos technologies. Mais Vinci, Bouygues, Eiffage, tous ces acteurs travaillent avec nous pour contribuer au développement de ces technologies. Et d'ailleurs, l'État français, à travers le Grand Paris, par exemple, nous permet d'appliquer des solutions innovantes. Parce qu'ils mettent un critère, pardon, vous interromps, ils mettent un critère d'éco-conception ou de bas carbone dans les matériaux qui vont être utilisés sur les chantiers du Grand Paris, par exemple. Oui, et ils ont un énorme pouvoir et qu'ils utilisent de très bonne façon. C'est-à-dire, en tant qu'acheteur, on peut insister, on peut demander une augmentation de performance à nos clients pour les faire travailler dans le bon sens. Et ils prennent cette responsabilité très au sérieux. Donc le Grand Paris, les gens qui ont construit les Jeux Olympiques, Sodeco, je crois, et donc ils ont donné à leurs fournisseurs d'énormes objectifs de décarbonation qui a fait qu'ils ont travaillé pour atteindre ces objectifs, pour avoir ces marchés. Donc je suis très content de dire que l'ambiance en France, l'atmosphère en France est très ouverte à solutions, pas seulement aux nôtres, mais aux solutions de décarbonation en général, et qu'on travaille dans le bon sens. Maintenant, on ne va pas assez vite. Il faut accélérer cette décarbonation. Alors, je reviens à cet enjeu justement de réglementation, de poids de l'administration en France. Je ne sais pas si vous avez vu ce film L'Inconnu de la Grande Arche, qui raconte, c'est une histoire vraie, le destin de cet architecte danois qui remporte l'appel d'offres à la surprise générale pour construire la Grande Arche de la Défense. Et qui arrive en France et qui se retrouve confronté à pas mal de délices de la politique française, mais aussi de l'administration française, de solutions qui lui semblent parfaites, qui sont mises en œuvre aux États-Unis et qui sont interdites en France, par exemple. Est-ce que vous êtes encore confronté à ça aujourd'hui? Je dirais que le système normatif a ses problèmes, mais de manière générale, les ingénieurs français, je pense que la Grande Arche de la Défense, c'est 90, 80, ça fait longtemps. Ça commence au début des années 80. Donc, et l'inauguration, c'est 89. Oui, mais vous avez des projets en France qui sont incroyables. Le pont de Millau. La société le Grand Paris, c'est des projets qui demandent une ingénierie et des solutions inventées sur place, etc. Donc la France n'a pas à s'inquiéter par rapport à sa performance. D'ailleurs, les acteurs français... C'est pas la performance, c'est le temps. C'est le temps qu'on prend pour monter un projet, à cause parfois des réglementations. Oui, je suis un peu partagé, parce que moi... J'adore, on a un Irlandais qui défend les normes à la française, c'est super. Hier, j'étais à l'ambassade française en Irlande et j'étais en train de défendre le mois d'août en France. C'est bien ça. Non, c'est les entreprises françaises, dans mon expérience, et on est ici depuis 2009, mon expérience, c'est que les entreprises françaises sont beaucoup en avance
et d'ailleurs qui sont reconnus mondialement. Les acteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, ils ne travaillent pas qu'en France, ils travaillent dans le monde entier. Et sont très sérieux. Maintenant, eux aussi, ils sont acteurs dans ce combat de développer des systèmes normatifs qui sont plus accueillants pour l'innovation. Et on est très content de les avoir à bord, parce que plus il y a de gens qui poussent, plus c'est facile à pousser. Merci beaucoup, Conor O'Ryan, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre Merci. rubrique Startup.